Bonsoir et bienvenue dans Autrement politique, l'émission qui aborde les enjeux sociaux, politiques et économiques de notre époque. Aujourd'hui, nous allons discuter de deux sujets qui touchent au cœur même de notre société. Le rôle de la femme dans la politique ivoirienne et la question de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Les femmes, malgré des avancées significatives, sont-elles réellement représentées ou entendues en politique? Jusqu'où la liberté d'expression doit-elle être protégée et quelles en sont les limites? C'est à toutes ces questions que nous tenterons de répondre durant nos échanges. Autrement politique, c'est l'émission pour vous, pour nous, pour tous. Pour commencer, nous parlerons de la place des femmes dans la société ivoirienne, notamment en politique. Comptent-elles vraiment dans la sphère politique nationale? Pour en discuter, nous recevons sur notre plateau Madame Matagali Traoré, coordinatrice de l'Union des femmes du PDCI du Ourodougou, UFPDCI, ainsi que Dr Florentine Fayet, secrétaire nationale en charge des associations des femmes du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI. Bienvenue sur notre plateau, mesdames. Avant d'aborder le premier sujet qui nous réunit sur ce plateau aujourd'hui, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours. Madame Traoré. Bonjour Harris. Déjà avant d'aborder mon sujet d'actualité, je tiens à remercier la chaîne qui nous donne cette opportunité de nous exprimer. C'est une initiative à saluer parce que ça élargit l'espace d'expression des Ivoiriens. D'accord. Donc nous sommes aujourd'hui 8 mars 2025, Journée internationale des droits de la femme. Je pense que je vais rester dans ce carnaval-là. C'est l'actualité qui retient mon attention. C'est l'aspect festif de la question, de la Journée internationale des droits de la femme. C'est la célébration avec faste de cet événement-là qui me dérange parce qu'on a l'impression d'oublier l'essentiel et d'aller seulement sur le superflu. Vous verrez un peu partout que ça se fête dans les ministères, dans tout l'espace public, ça se fête. On offre avec beaucoup de générosité de nombreux pagnes aux femmes dans les administrations. On oublie très souvent les femmes rurales, on oublie très souvent les femmes qui ont été déguerpies, on oublie toutes celles qui sont dans la rue. En fait, c'est vrai, c'est la célébration des droits de la femme, mais c'est aussi une journée de sensibilisation, une journée pour se rappeler, se remémorer. C'est vrai, fêter les acquis, mais se remémorer de ce qui n'existe pas encore. C'est une journée pour mettre des points sur les i, c'est une journée pour sensibiliser. Mais je pense qu'on oublie un peu ce côté-là de plus en plus. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, mais je parlerai du cas de la Côte d'Ivoire. C'est bien dommage pour moi que ça se passe comme ça. Merci, Madame Traoré. Docteur Fayet. Bonjour, Harris. Je voudrais dans un premier temps vous dire merci pour l'invitation et vous féliciter également aussi pour l'engagement, pour votre engagement pour la qualité du débat public en Côte d'Ivoire. Quand on sait très bien qu'il n'est pas facile pour les partis politiques d'opposition dans ce pays d'avoir accès aux médias, donc nous ne pouvons que vous dire merci. L'actualité de la semaine, puisque nous sommes dans la semaine des droits des femmes, ce qui retient mon attention, c'est l'arrestation de Dame Adjo Annick à l'aéroport à son arrivée de Paris, suite à un litige foncier qu'elle a avec le député maire de Bingerville. Même si elle a été libérée grâce à la mobilisation des internautes, je pense que c'est un problème crucial. Et les conflits fonciers aujourd'hui est un problème crucial et qui révèle un peu un scandale au niveau de l'État. Et donc, moi, l'arrestation de cette femme m'a vraiment marquée, touchée. Et je souhaiterais vraiment qu'on fasse la lumière sur cette arrestation, sur ce problème foncier, pour vraiment voir ce qui n'a pas été et ce qui doit être. Merci, très chers invités. Ces différents sujets abordés nous ramènent au premier thème qui nous réunit sur ce plateau aujourd'hui, à savoir la place des femmes dans la sphère politique ivoirienne. Que pensez-vous de la représentativité des femmes dans les organes politiques de notre pays? Concernant cette question, je n'irai pas par quatre chemins. Elles sont sous-représentées. À commencer par le gouvernement
où les femmes sont vraiment, vraiment minoritaires, tous les aspects de la vie publique et même aussi du secteur privé, on remarque une sous-représentation des femmes. Dans le corps préfectoral, elles sont sous-représentées. Parmi les élus, vous verrez qu'il y a encore une petite minorité de femmes. En tant qu'élues, elles sont sous-représentées. Au Parlement, elles sont sous-représentées. Donc, je dirais oui, elles sont sous-représentées. Merci, Madame Traoré. Docteur Faye, contrairement à Madame Traoré, quelles sont selon vous les raisons qui font que les femmes sont sous-représentées dans ces différents environnements? Alors, la sous-représentation des femmes dans les instances politiques en Côte d'Ivoire est une réalité. Une réalité. Maintenant, les raisons, il faut dire que les hommes sont généralement des phallocrates. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Et c'est maintenant qu'on essaie quand même de faire participer les femmes à la vie politique. Vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays africain et donc il y a également des normes il y a des normes traditionnelles qui pensent que dans la société, la femme doit n'est pas l'égale de l'homme. Et donc cette mentalité demeure encore chez nos hommes, malgré leur évolution, ils ont beau être intellectuels, mais cette mentalité demeure encore. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle les femmes sont sous-représentées dans les instances politiques. Et il y a également aussi le fait que, les femmes aussi, il y a aussi les femmes aussi qui ne s'intéressent pas aussi à la politique. Voilà, les femmes aussi ne s'intéressent pas à la politique. Il faut aussi sensibiliser les femmes aussi pour qu'elles puissent s'intéresser à la politique. Mais le peu de femmes qui s'intéressent déjà à la politique, elles sont généralement repoussées, rejetées, et c'est un problème. Docteur Faye, est-ce que vous ne pensez pas que ce sont les femmes elles-mêmes qui s'imposent des barrières par rapport à cet élément que vous avez cité, notamment la barrière culturelle? En fait, les facteurs socio-culturels agissent quelquefois sur les femmes, mais ce ne sont pas toutes les femmes. Et je vous ai dit tout à l'heure, le peu de femmes déjà qu'on voit en politique ne sont pas acceptées facilement, de sorte que les autres aussi sont réticentes. Très souvent, on entend souvent certaines femmes vers lesquelles nous allons, « Ah, mais vous êtes avec les hommes là, regardez comment ils vous traitent. » Donc ça nous freine aussi, parce qu'une femme en politique, c'est pas facile. Moi, j'ai été candidate aux législatives à Mans, mais j'ai entendu beaucoup de choses. Quelles choses, par exemple? Oui, mais des violences verbales sur les femmes. Pourtant, nous sommes candidats au même titre, c'est les idées contre les idées. Mais on ne peut pas attaquer une femme sur son intimité, sur sa condition de femme. Donc, toutes ces violences verbales que rencontrent les femmes politiques sont en majeure partie aussi à la base comment on appelle, du refus de certaines femmes de venir en politique. Madame Traoré, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, comme solution par rapport à ça? Déjà, j'aimerais revenir sur la question que vous lui avez posée. Non, les femmes ne se posent pas de barrières. Les femmes ont trouvé des barrières qui étaient là. Elles ont grandi avec des barrières pour certaines et elles en ont fait un monde. Aujourd'hui, il s'agit de déconstruire cela. Il s'agit pour les politiques, pour les autorités gouvernementales, pour tout le monde, de déconstruire ces barrières culturelles, ces barrières sociales, ces barrières traditionnelles. Comment parvenir à déconstruire ces barrières? On y arrive en appliquant strictement la loi. On y arrive en mettant en place des mesures d'accompagnement. On y arrive en sensibilisant. On y arrive en s'impliquant réellement. Il ne s'agit pas de le dire, d'écrire ou de dire que oui, on veut 30% de femmes. Non, mais les 30% de femmes, on les amène comment? Il faut des mesures, il faut du financement, il faut des mesures d'accompagnement. Parce que les femmes, c'est déjà compliqué sur un point de vue familial, un point de vue
traditionnelle, culturelle, d'avoir de l'argent à elles-mêmes. Déjà, on le voit dans nos traditions, dans nos villages. Donc, il faut accompagner ces femmes-là. Il y a un besoin de financement. Au-delà de ça aussi, il faut sensibiliser. Pas que les hommes, il faut sensibiliser les petites filles, en classe, partout. Il faut sensibiliser. Il faut leur faire savoir que les barrières, elles n'existent pas, en griffe. Elles existent vraiment, mais il faut leur faire savoir qu'on peut passer ces barrières-là. Comment les faire passer? C'est de gros programmes de sensibilisation. C'est vraiment de prendre ce sujet-là à bras-le-corps par le ministère, par exemple, de la femme, de la famille et de l'enfant. Et je reviens encore sur la journée du 8 mars. Faut pas qu'elle soit seulement une journée de discours, une journée de joli pagne, aller à... Bon, je ne citerai pas. Pour moi, un ministère, ce n'est pas ça. Le ministère de la famille, de la femme, le 8 mars, on ne fait pas que de beaux discours. On rentre dans les villages, on rentre dans les campagnes, on va voir les dames, on discute avec elles, on leur parle des droits de la femme. Je vous assure que quand vous vous promenez, vous arrêtez 2-3 femmes, vous leur demandez le 8 mars, c'est quoi? Elles vous diront, c'est la fête de la femme. Mais elles ne savent pas ce qu'il y a derrière. Donc, il y a un gros travail de sensibilisation à faire. Vous avez parlé de mécanismes d'accompagnement des femmes. C'est ça. On voit qu'en Côte d'Ivoire, il existe des programmes parlant des femmes. Il y a des recrutements qui sont lancés où les candidatures féminines sont encouragées. Mais malgré ça, quelles sont, selon vous, les autres raisons qui pourraient expliquer que ces mécanismes-là ne marchent pas? Est-ce qu'on va au bout de ces choses? Ce sont des choses écrites. Mais au-delà, est-ce que vraiment on est en mesure de savoir que ces recrutements sont faits sur cette base-là? Est-ce qu'on est en mesure de savoir aujourd'hui? Est-ce qu'on a des chiffres qui nous disent que dans le privé, les recrutements qui se font, il y a tel nombre, il y a tel pourcentage de femmes recrutées? Je vous donne un exemple. En entreprise, c'est plus facile, c'est plus intéressant pour le recruteur, pour l'employeur, de garder un homme que de garder une femme. Pourquoi? Pour toutes les charges sociales que ça demande, pour les congés de maternité qu'on va demander après. Employer une femme aujourd'hui, c'est beaucoup plus de charges qu'employer un homme. Donc, parfois, le choix est vite fait. Docteur Faye, quels sont, selon vous, les moyens pour parvenir justement à lever les barrières qui existent par rapport aux femmes? D'abord, au niveau gouvernemental, il faut toujours donner l'exemple. On parlait de la représentativité des femmes, mais au sein du gouvernement, le gouvernement qui doit donner l'exemple, sur près de une trentaine de ministres, s'il n'y en a que 6, ce n'est pas un exemple. Quand le gouvernement même va donner l'exemple, s'il y a 30 ministres, il y a 15 femmes, 15 hommes, tout de suite, ça va commencer déjà à encourager les femmes. Ça, c'est un premier pas aussi. Et puis, au niveau de l'éducation, les ministères de l'éducation, les ministères de la famille, il faut aussi changer les mentalités. Je prends un exemple tout simple. Dans nos familles traditionnelles, le petit garçon et la petite fille n'ont pas les mêmes charges. Le petit garçon, quand il revient de l'école, même quand la petite fille a encore la chance d'être inscrite à l'école, quand elle revient de l'école avec le petit garçon, pendant que lui, il ira jouer au ballon, on lui permet, on l'autorise à aller jouer au ballon par-ci, par-là, mais la petite fille, on lui demande d'accomplir des tâches ménagères. Déjà, ça crée une barrière psychologique. La petite fille, en grandissant, elle grandit avec l'idée qu'elle est inférieure à l'homme, parce qu'elle a été éduquée comme ça. Donc aujourd'hui, nos ministères de la famille et de la femme doivent aussi toucher ce côté, descendre surtout dans les milieux ruraux, parce que c'est là-bas qu'il y a il n'y a pas d'informations. Donc il faut descendre un peu. Comme l'a dit tout à l'heure Madame Traoré, il ne s'agit pas seulement de festivités. Il faut surtout réfléchir et trouver des perspectives pour pouvoir améliorer la condition des femmes en Afrique. En parlant de réflexion, vous qui êtes active dans vos différentes formations politiques, est-ce que vous pensez que vos différentes idées, vos différentes suggestions sont prises en compte dans la gestion de l'orientation politique de vos différents partis? Je crois que nous sommes entendus. Les choses se mettent en place. Est-ce que l'effectivité est à 100% totale? Je dirais non. Pour être sincère et franche, je dirais non. Il y a encore du travail à faire, mais ça se fait. Aujourd'hui, vous verrez à la tête au sein de notre parti, au sein du PDCI,
vous verrez des femmes, vous voyez des femmes à la tête des instances. Donc oui, on attend juste d'arriver au pouvoir et puis de le mettre de manière effective dans toute notre gouvernance. Oui. Oui, au niveau du PPACI, je dirais oui, parce qu'au PPACI, nous avons la chance d'avoir un homme comme le président Laurent Gbagbo, un homme de vision comme président. Et ce leader politique qu'est le président Laurent Gbagbo n'a pas attendu d'arriver au pouvoir en 2000 pour déjà faire la promotion des femmes dans les instances du parti. Déjà étant dans l'opposition avec l'ancien parti, le Front populaire ivoirien, il avait déjà prôné 30% des femmes, 30% de représentativité des femmes dans toutes les instances du parti. Donc aujourd'hui, au niveau du PPACI, nous avons ces 30% de femmes sont toujours respectées. Et je dirais même que c'est sous la mandature du président Laurent Gbagbo que nous avons vu une évolution dans la promotion des femmes lorsqu'il était au pouvoir. Là, on a vu pour la première fois une femme DG du Trésor. On a vu pour la première fois une femme directeur de cabinet adjoint de la présidence. On a vu un nombre accru de femmes dans l'administration territoriale. Donc, nous, au PPACI, nous avons la chance d'avoir un homme de vision qu'est le président Laurent Gbagbo et nous sommes écoutés. Le président Laurent Gbagbo, vous avez vu récemment, il a organisé les assises des femmes pour écouter les femmes. Chaque fois, le président Laurent Gbagbo est à l'écoute des femmes parce qu'il considère que les femmes sont un pilier de la société ivoirienne. Merci, Dr Faye. Et ceci sera ma dernière question concernant ce thème. Quelles sont les actions que vous pensez qu'il faut mener pour réussir à convaincre les femmes comme vous de s'intéresser un peu plus au sujet de la politique? Il faudrait vraiment assainir l'environnement politique ivoirien. Il va falloir sensibiliser. Il va falloir créer des conditions, comme on le disait tout à l'heure. Il va falloir créer des conditions qui emmènent les femmes facilement à la politique. Il va falloir renforcer les quotas qu'on a demandés. Il va falloir les renforcer, passer de 30% qui n'est même pas respecté à beaucoup plus, essayer de les respecter. Quand vous prenez des pays comme le Sénégal ou le Rwanda où j'étais, ce sont des choses qui ont pu se mettre en place parce qu'il y avait une volonté politique derrière. Donc au Sénégal, vous avez, je pense, vous avez 40-41% de femmes à l'Assemblée nationale ou plus. Au Rwanda, je pense que c'est 61% de femmes. La représentativité là-bas, elle est très bien. Contrairement même à des pays européens, les femmes, elles sont vraiment mises en avant sur le plan politique. On peut le faire ici. Il suffit juste de mettre en place les leviers qu'il faut et puis une bonne volonté politique. Oui, j'abonde dans le même sens qu'elle pour vous dire qu'il faut une réelle volonté politique, une réelle volonté des acteurs politiques pour que nous puissions atteindre un pourcentage assez élevé au niveau des femmes. Parce que même quand il s'agit des nominations, il faut nommer les femmes. Donc, il s'agit donc d'une volonté politique. Je prends l'exemple de l'élection des sénateurs en Côte d'Ivoire. Il y a sur les 99 sénateurs, il y a 66 élus et 33 nommés, c'est-à-dire 2 tiers élus et 1 tiers nommé par le président de la République. Alors, si à l'issue de l'élection des sénateurs, le président constate qu'il y a plus d'hommes que de femmes élues, il peut prendre sur lui la décision de nommer les 33 sénateurs uniquement que de femmes. Il peut décider de nommer uniquement des femmes sénateurs pour qu'on puisse avoir cette représentativité au niveau du Sénat. Ça, c'est de la volonté politique. Merci, Dr Faye. Avant de clore cette première partie de notre émission, j'aimerais demander si vous avez un message à adresser à l'endroit des femmes. Aux femmes, je leur demanderai de prendre une part active dans la vie politique de notre nation. Je m'adresserai encore plus aux femmes des milieux ruraux, des femmes que je côtoie. Il y a 2 semaines, j'étais encore dans nos campagnes. Je leur disais, vous savez, personne ne le fera pour nous. Il faut aller chercher.
on ne nous le donnera pas, ça ne viendra pas à nous. Il faut aller chercher. Il faut se décider, il faut se lever, il faut se mobiliser. Dans quelques mois, nous allons devoir choisir un nouveau président pour la Côte d'Ivoire. Je dis bien un nouveau. Dans cette bataille, les femmes ont un rôle important à jouer. Nous devons nous impliquer dans l'observation des élections, dans les mécanismes de transparence, dans les mécanismes même organisationnels des élections. Nous avons à prendre une part active dans l'espace médiatique. Nous avons un grand rôle à jouer. Alors, je dirais l'endroit des femmes de Côte d'Ivoire de rester mobilisées. Et si aujourd'hui nous parlons de la célébration du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, c'est parce qu'il y a eu des femmes qui ont eu le courage de lutter pour des droits. Alors, nous pouvons faire comme elles. Il y a eu, je peux remonter un peu au XVIIIe siècle avec des femmes comme Olympe de Gouges qui se sont battues et qui ont obtenu la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Il y a aussi des femmes aux États-Unis qui se sont levées pour réclamer le droit de vote. Et c'est tout ça qui nous a conduit aujourd'hui à la célébration du 8 mars. Donc, nous devons prendre aussi notre part à cette lutte pour les droits de la femme. Et donc, j'exhorte nos femmes à plus d'activisme pour leurs droits. Parce que tout n'est pas acquis. Nous constatons quelques avancées, mais il reste beaucoup à faire. Et ce qui reste à faire dépend de nous, les femmes. Donc, nous devons nous lever pour nous battre. On n'a pas besoin d'être intellectuel pour se battre pour ces droits. Les femmes en Russie qui se sont levées pour braver les militaires bolcheviques n'étaient pas des femmes intellectuelles. Donc, on n'a pas besoin d'être intellectuel pour se battre pour ces droits. Donc, mon message à l'endroit des femmes ivoiriennes, c'est de se battre pour leurs droits, d'être activistes et d'être fortes surtout. Nous avons des figures de proue ici en Côte d'Ivoire qui se sont battues pour la liberté. Nous parlons généralement des femmes qui ont marché sur Grand Bassam. Nos mamans qui ont marché sur Grand Bassam avec à leur tête Marie Corée n'étaient pas des femmes intellectuelles. Ce sont des ménagères, mais qui ont senti le besoin de lutter pour la libération de leur mari. Alors, nous, les femmes d'aujourd'hui, nous avons déjà de l'expérience de nos aînés. Donc, nous devons nous battre actuellement à tous les niveaux pour que nos droits soient respectés, au niveau économique, au niveau politique, au niveau socio-culturel aussi. Pourquoi pas? On peut avoir des femmes chefs du village. Selon la déclaration des droits de l'homme, l'homme naît égal. Voilà, donc nous sommes égaux et dans cette égalité, nous les femmes, nous avons été longtemps brimées, été longtemps écartées et nous devons aujourd'hui nous lever pour revendiquer nos droits. Merci, Dr Faye. Après la place des femmes dans la politique, nous nous intéressons à un autre sujet crucial dans la démocratie en Côte d'Ivoire, la liberté d'expression. Cette liberté est-elle garantie ou subsiste-t-il des freins pour les citoyens? Docteur Faye, la Constitution ivoirienne garantit la liberté d'expression. Est-ce que vous pensez qu'au regard de la réalité, ce droit est respecté? En Côte d'Ivoire, la liberté d'expression n'est pas respectée malgré les garanties constitutionnelles qui sont donc en l'article 19 de la Constitution de 2016, de novembre 2016, qui garantit cette liberté d'expression. Chaque citoyen doit participer au débat démocratique. Chaque citoyen doit s'exprimer, doit pouvoir apporter des critiques publiques sans crainte de représailles. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et particulièrement pour les opposants. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, particulièrement, nous, au PPACI, nous avons plein de nos militants qui sont emprisonnés aujourd'hui pour des délits relatifs à la liberté d'expression. Donc, alors que pour nous, le fait que la Constitution garantisse la liberté d'expression est un acquis important
Mais à la théorie, avec tout ce que nous voyons, ce n'est pas la liberté d'expression est un leurre en Côte d'Ivoire. Certaines personnes abusent de cette liberté d'expression et tiennent des propos dégradants vis-à-vis de certaines personnalités, de certaines institutions, qui ne sont pas la cause aujourd'hui de leur incarcération. Non, particulièrement les militants du PPACI ne s'attaquent pas à la vie privée des uns et des autres. Et ça, il faut chercher ça ailleurs. Mais je dis que c'est la dénonciation des travers, des tares de la gouvernance. C'est l'objet très souvent des articles ou des posts de certaines personnes de l'opposition. Et c'est pour cela qu'elles vont en prison avec le thème, avec le délit passe-partout, je dirais, atteinte à la sûreté de l'État, incitation à la violence, tout et tout. En quoi est-ce que dénoncer des tares de la société ou du pouvoir en place est une incitation à la violence? C'est ça. Les activistes et les opposants politiques, quand ils dénoncent les tares ou les abus du pouvoir, ils sont tassés tout de suite d'incitation à la violence, d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais tout ça, c'est pour essayer de museler l'opposition. Parce que il faut, pour qu'on puisse même parler d'expression, de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, la liberté d'expression est un pilier fondamental pour un État de droit moderne. C'est un pilier fondamental pour tout État de droit moderne et ce qui se dit démocratique. Et on ne peut pas parler de démocratie s'il n'y a pas de liberté d'expression. Et c'est en cela que je fais un clin d'œil quand même aux auteurs qui ont parlé de la séparation des pouvoirs. Je voudrais me permettre de glisser un peu vers là parce qu'aujourd'hui, la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand tu t'exprimes, tu te retrouves en prison. Et donc, on sent un peu la justice aussi qui a inféodé au pouvoir, alors qu'il faut respecter quand même la séparation des pouvoirs pour qu'on puisse se croire dans un état de droit. Parce que, comme le disait John Locke, il ne peut avoir de liberté si le pouvoir de juger n'est pas séparé du pouvoir exécutif. Merci, Dr Faye. Madame Traoré, concernant ce que le docteur Faye vient de nous expliquer, en ce qui concerne la liberté d'expression, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres éléments qui permettent de remettre en doute l'effectivité de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire? Pas besoin de remettre en doute, c'est clair. Hein. Ici, en Côte d'Ivoire, la situation de la liberté d'expression, elle est très paradoxale. On nous dit, normalement, la loi, elle est là pour garantir ce droit-là, mais derrière, vous avez dans la pratique de nombreux journalistes, des opposants, des activistes qui subissent des pressions, voire même la prison. On en a beaucoup, comme elle le disait, on en a un bon nombre en prison actuellement. On a des arrestations, on a des suspensions de médias, tout ça, qui ne concourent pas réellement à ce droit-là, à garantir ce droit-là. Et vous avez constaté, comme tous les Ivoiriens, le 2 poids 2 mesures auquel on a droit actuellement en Côte d'Ivoire. Certains ont le droit de s'exprimer, notamment tous ceux qui défendent la cause du gouvernement ou du pouvoir en place. Ils ont le droit de s'exprimer, de sortir dans les rues, contrairement aux opposants, contrairement à ceux qui ne militent pas pour le pouvoir en place. On l'a remarqué ces dernières semaines avec les sorties de certaines dames dans les rues pour s'opposer à des vidéos ou à un cyberactiviste qui fait plein de vues en ce moment. Mais pour dénoncer des faits comme la cherté de la vie, on emprisonne des citoyens. On a même constaté une descente de police dans une église pour arrêter une assemblée générale d'enseignants. Ils ont été interpellés, aujourd'hui relâchés, mais vous voyez que c'est grave quand même. Et c'est là qu'on se dit, cette loi fondamentale-là, elle n'est pas garantie.
Docteur Faye, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en dehors des médias d'État, les autres chaînes de télé, les autres médias et les médias sociaux ne constituent pas un espace d'expression pour les citoyens? Aujourd'hui, le numérique est un espace, constitue un espace d'expression pour nous autres partis d'opposition, parce que nous n'avons pas assez, je l'ai dit dans mes remerciements d'entrée de jeu, qu'aujourd'hui, le numérique est un espace d'expression pour nous autres partis d'opposition, parce que les médias d'État qui doivent servir à tous les partis politiques sont aujourd'hui des médias privés pour le RHDP. Donc, nous ne pouvons que nous exprimer à travers le numérique. Et donc, c'est un espace d'expression. Mais ce n'est pas assez, parce que le paysan qui est à 1000 kilomètres d'Abidjan, qui n'a pas de net, qui n'a pas accès au numérique, mais qui a sa petite télévision, ne verra pas. Aujourd'hui, l'émission que nous sommes en train de faire, l'émission que nous faisons aujourd'hui, où nous sensibilisons les femmes et autres, la femme rurale ne verra pas cette émission parce qu'elle n'a pas accès au numérique. Mais elle a une télévision où la chaîne RTI passe. Mais sur cette chaîne RTI, elle ne verra pas cette émission, elle ne verra pas le PPACI s'exprimer, elle ne verra pas le PDCI s'exprimer, elle ne verra que le RHDP s'exprimer. C'est là le problème. Merci, docteur Faye. Vous, Madame Traoré, qui êtes au contact des populations locales dans votre département, est-ce que vous pensez que ces populations arrivent à s'exprimer? Moi, je dirais non. L'espace numérique même, il est encadré. Il y a des balises. Vous reconnaîtrez, on l'a déjà vu, on n'est pas libre. On nous dit, dans les faits, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez. Mais dans les faits, il y a toujours il y a une répression. Les cyberactivistes qui sont pris, c'est sur le numérique qu'ils s'expriment. La plupart des opposants qui sont pris, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils s'expriment. Donc, je ne pense pas qu'il y ait réellement un espace assez ouvert, que ce soit le numérique, que ce soit les médias traditionnels. C'est encore les balises, elles sont là, elles sont très visibles par tout le monde. Donc, ce qu'on peut demander, c'est de revoir carrément la politique en matière d'expression sur le net, comme avec les médias traditionnels. C'est de chercher à garantir un accès équitable quand même à ces médias-là par tout le monde. Je pense aussi qu'il serait bien de sensibiliser ou d'attirer l'attention de la HACA sur son rôle d'arbitre, qui n'est pas joué à 100%, qui est très sélectif en ce moment. La HACA a suspendu plusieurs radios et journaux jugés trop critiques envers le gouvernement, envers le pouvoir en place. Je pense que ce n'est pas son rôle, ça. Son rôle est d'être impartial, donc d'être un arbitre. Il va falloir donc rappeler ou attirer l'attention de la HACA sur ce rôle. Madame, vous avez parlé des différents instruments qui permettent d'encadrer l'expression des Ivoiriens à travers les médias traditionnels et les médias sociaux. Est-ce que vous pensez que si ces mesures d'encadrement-là sont levées, on ne va pas assister justement à une scène où les Ivoiriens se lancent dans des propos diffamatoires, dégradant les uns vis-à-vis des autres, vis-à-vis des institutions, des personnalités? Je pense même qu'on assiste déjà à ce genre de scène. Pourquoi? Parce que comme autant les choses ne sont pas claires, les lois sont floues au niveau du pouvoir de l'État, au niveau des lois les lois qui sont là sont floues, autant leur application est floue, autant il n'y a pas de sensibilisation du public, il n'y a pas cette éducation à la liberté d'expression responsable. Parce qu'il faut éduquer sa population. Autant l'État, le pouvoir se doit de rester impartial face à ces questions, autant le pouvoir, l'État a le devoir d'éduquer ses populations, de sensibiliser, d'intégrer une formation même aux médias. Je pense que c'est fait. Les cours d'éthique et de déontologie se font pour les journalistes, mais on a besoin de ce genre de formation, de sensibilisation dans tous les pôles, dans les écoles primaires, dans les lycées, à l'université, partout. Il y a une éducation à la liberté d'expression responsable. Docteur Faye, est-ce que vous pensez que cette solution proposée par Mme Traoré
permettrait d'arriver à une société où les Ivoiriens s'expriment. Comme l'a si bien dit Madame Traoré, il y a toute une éducation. Et sur les réseaux sociaux, certes, nous sommes libres de nous exprimer sur les réseaux sociaux, mais il y a des règles aussi bien établies qu'il faut respecter. Et c'est important de respecter ces règles-là. Et je vais répondre donc Yankelevic qui dit que nous sommes déterminés, mais nous sommes libres à partir de nos déterminations. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont préétablies et dans le respect de ces règles préétablies est liberté, comme le disait Rousseau. Donc, si les gens sur les réseaux sociaux, il y a des règles qui sont établies, ils se doivent de respecter ces règles-là dans leur liberté d'expression. Très chers invités, la liberté d'expression rentre parfois en conflit avec la sécurité publique, notamment en période d'élection. Nous approchons à grands pas de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Quel est votre message? Ceci sera ma dernière question pour cette émission. Quel est votre message à l'endroit des autorités en charge de l'organisation des élections, ainsi qu'à l'endroit des populations pour des élections qui se déroulent dans un climat apaisé où chacun peut exprimer son opinion par rapport au jeu électoral? Donc, à chacun de jouer son rôle. Et comme le président Tidiane Thiam le dit, que l'arbitre ne marque pas de but, qu'il s'en tienne à son rôle, qu'il le joue. La liberté d'expression en Côte d'Ivoire, je reviens à elle, la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, elle est prônée par les textes, mais elle reste encore super fragile. Ce qu'on demande, c'est qu'elle soit protégée par des textes clairs, qu'on évite les dérives, les abus de pouvoir. On a besoin d'un véritable équilibre entre la régulation et la liberté. On doit trouver un véritable équilibre. Et cet équilibre-là, il doit être trouvé dans des lois très claires et neutres. Il doit être trouvé dans le respect des principes démocratiques. Il doit être aussi dans l'accès libre aux médias et à l'information et aussi à l'éducation des populations à la liberté d'expression responsable. Oui, moi je dirais plutôt pour que nous ayons une élection, une bonne élection en Côte d'Ivoire. Et le problème central qui se pose aujourd'hui, c'est la CEI, la fiabilité de la liste électorale. C'est un problème. La fiabilité de la liste électorale a toujours été objet de contestation en Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, pour que nous puissions réellement avoir une élection paisible, il faudrait que la liste électorale soit auditée. Il faudrait également que, comme l'a dit tout à l'heure, il faudrait que l'arbitre soit l'arbitre, c'est-à-dire que la CEI soit refaite, soit dissoute et recomposée. Parce que cette CEI aujourd'hui est une CEI partisane. C'est une CEI partisane, il faut qu'elle soit dissoute. Le président exécutif du PPACI, le ministre Danon Diégué, a fait une conférence de presse pour dénoncer cela. Il faudra, parce que une liste biaisée compromet la transparence des élections. Et aujourd'hui, pour que nous puissions avoir une élection libre, transparente et apaisée, il faudrait bien que la CEI, qui est l'arbitre, soit recomposée et que la liste électorale soit auditée pour en extraire les personnes qui ne doivent pas figurer et pour mettre celles qui doivent figurer. Comprenez-vous que le président Laurent Gbagbo, qui a été président de la République de Côte d'Ivoire, ne soit pas sur la liste électorale. Pourtant, il a été blanchi devant la CPI. Et aujourd'hui, il n'est pas sur la liste électorale. Il faut son nom soit réintégré sur la liste électorale pour que nous puissions avoir une élection apaisée. Merci. En conclusion, il est clair que la place des femmes dans la politique et la liberté d'expression sont des enjeux qui déterminent la démocratie en Côte d'Ivoire. Et pour qu'il y ait démocratie inclusive et respectueuse des libertés, il est important que des progrès soient réalisés dans ces différents domaines. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci à nos invités. Ainsi prend fin cette émission. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de votre émission Autrement.